Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici sur notre plateau télé. Dans le cadre du ciment, on va parler marketing et j'ai le plaisir d'accueillir Gérard Danibert. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes directeur marketing et communication de Kubota Division Tracteur. Alors c'est vrai que Kubota, il y a quelques années, dans l'agriculture, je précise bien dans l'agriculture, vous n'étiez pas vraiment présent. Aujourd'hui, vous faites peur à vos concurrents, vous avez su vous développer et vous avez innové en matière de marketing et c'est pour ça que je suis très heureux de vous recevoir. Premier point, c'est quoi l'innovation dans le marketing? Comment expliquer le fait que vous ayez progressé? Alors, tout d'abord, Kubota est présent dans l'agriculture depuis quelques temps, tout de même, pas forcément reconnu comme tel en Europe, mais Kubota est en agriculture depuis les années 1960. Le premier tracteur produit par Kubota, c'est 1960. Et ça a fait des petits, puisque en Asie, Kubota est un acteur majeur. Ensuite, le développement aux États-Unis, qui fait que nous sommes aujourd'hui très présents. Et le développement agricole en Europe date maintenant d'une petite quinzaine d'années. Nous sommes très connus en Europe pour nos petits tracteurs, consommés beaucoup par les collectivités et les paysagistes. Mais ces petits tracteurs, lorsqu'ils sont partis du Japon, c'était des tracteurs agricoles. Et miracle, dans les transports arrivés en Europe, c'est devenu les tracteurs compacts destinés à l'espace vert. Donc l'histoire de l'agricole est tout de même assez ancienne de ce point de vue. Ensuite, la montée en puissance ici en Europe est arrivée dans les années 2005, 2006, 2007 avec des tracteurs qui ont pris 60 chevaux, 70 chevaux, 90 chevaux qui dans un premier temps ont plutôt été proposés à la collectivité locale dans la logique de l'extension de l'offre espace vert. Les choses ont changé à partir des années 2000. Et c'est vrai que si on parle du tracteur agricole spécifiquement en France, au départ, vous étiez un peu regardé un peu de haut et très vite vous avez rempli vos objectifs. Expliquez-moi sur le plan marketing sur quel point vous avez agi. Oh, la priorité absolue, c'est la proximité du consommateur final. Nous voulons être très proches des gens qui utilisent nos machines. Nous voulons comprendre leurs problématiques et nous voulons leur amener une solution. Nous ne voulons pas être reconnus comme marchands de tracteurs. Pour simplifier un peu l'expression, le terme apporteur de solutions nous tient vraiment à cœur. Et c'est lié ou en tout cas c'est conforme à notre développement stratégique. Un des premiers pas très forts en Europe, d'un point de vue stratégique, c'est le rachat de Gverneland en 2012. Pourquoi le rachat de Gverneland? Eh bien, pour réfléchir à une solution globale vers les productions. Un tracteur seul, ça sert finalement pas à grand chose. Il faut forcément le combiner avec des outils, avec de la technologie. Et ce rachat était stratégique pour monter en puissance en Europe. C'est vrai que le rachat de l'outil est très important puisque c'est surtout le travail qui est réalisé qui est important. Donc si on regarde un peu votre stratégie, ce n'était pas du tout idiot de s'intéresser vraiment à l'outil pour ouvrir les marchés. C'est essentiel, c'est essentiel. Et au-delà de l'outil, aujourd'hui, nous avons même développé et conceptualisé une offre qui reprend absolument tout. Notre objectif est de donner au producteur la maîtrise de son coût de production. Et dans le coût de production, le machinisme est un élément important. Et donc nous sommes aujourd'hui assez avancés sur le sujet pour pouvoir parler à un agriculteur pour une production donnée. On peut lui parler de son coût machinisme, ramener à la production, ramener à l'heure, ramener à l'hectare, enfin bref, créer de la data pour optimiser la production agricole. Cet acronisme ou ce concept s'appelle KFS, Kubota Farm Solution. C'est la combinaison d'un porteur, pour ne pas dire tracteur, combiné à des outils, de la technologie pour optimiser le fonctionnement du tracteur-outil, de la maintenance associée, puisque quand on se sert de ces machines, il faut les entretenir, mais quand nous roulons avec nos voitures, il faut aussi les entretenir. Ensuite, c'est la protection de la valeur, ce seront des investissements lourds, ce machinisme, donc par le biais d'extension de garantie. Et enfin, par le biais d'une société qui s'appelle Kubota Finance, la capacité à financer cet ensemble. L'objectif pour nous, c'est bien d'amener une solution globale correspondant à un usage et pas de vendre un outil. Bien sûr, nous proposons la solution de financement, mais ça peut très bien demain être une consommation de ces machines par le biais de location, par exemple. Tout est ouvert. Notre objectif à nous est d'être proche de l'usage. C'est vraiment pour nous le vecteur principal. Alors je reviens au marketing, c'est vrai que, et je parle bien des tracteurs agricoles en France, très spécifiquement, pas du tout à l'échelon global. En quelques années, il a fallu créer l'image de Kubota en agriculture. Quelle stratégie marketing vous avez mis en œuvre? Quels outils marketing vous avez utilisés?
Alors, la proximité du consommateur final sous-entend qu'on va chercher à créer le maximum de moyens pour le rencontrer. Les salons sont un des moyens importants. Aujourd'hui, les salons agricoles, c'est peu ou prou, sur une société comme la nôtre, à peu près 50% de notre budget marketing. C'est-à-dire que c'est beaucoup d'argent et beaucoup d'investissement. Mais c'est le lieu où on peut rencontrer beaucoup d'agriculteurs dans un environnement qui est plutôt fait pour générer les contacts, pour générer les échanges, pour comprendre exactement ce que le consommateur final attend de sa machine. Pourquoi il veut cette machine? Quel type de puissance? Pour en faire quoi? Enfin, il y a vraiment là une collecte conséquente de data pour aller amener des solutions. Alors c'est vrai que dans le cadre du salon de l'auto qui s'est tenu il y a quelques mois à Paris, on a vu des constructeurs qui ont décidé de ne pas être présents. Ici au CIMA, il y a quand même quelques constructeurs qui ont souhaité ne pas l'être. Vous avez fait le choix de présent sur un salon, pourtant ça coûte cher. On a fait le choix, très clairement, assumé, d'être sur les salons, d'être sur les top shows. C'est un investissement lourd, mais je pense nécessaire pour notre entreprise, pour notre marque, parce que nous sommes un jeune compétiteur en Europe et que nous avons besoin de gagner en notoriété, que nous avons besoin d'être reconnus par le plus grand nombre des consommateurs finaux pour ce type de produit. Donc ça fait partie encore de notre stratégie, les grands salons. Bien évidemment, nous imaginons toutes les possibilités et nous regardons le retour sur investissement de ces salons. Mais à ce jour, ça reste pour nous une nécessité. On sent revenir, parce que c'est pas nouveau, ça fait des années que c'est pratiqué, ces notions de tour, c'est-à-dire d'aller partout en France à la rencontre de l'agriculteur, de l'utilisateur, voire du concessionnaire. Est-ce que vous aussi vous y pensez ? Bien sûr qu'on y pense, bien sûr qu'on regarde. Nous adorons, nous, être dans les champs avec nos machines et partager notre passion avec le consommateur final. C'est même, à mon avis, un des éléments les plus forts en termes de conviction, en termes de capacité à convaincre du bien fondé d'une machine, de la manière dont elle est conçue, de la manière dont on l'utilise, du confort qu'il y a autour de cette machine. C'est en fait en conditions réelles qu'on arrive à le faire percevoir. Donc, bien évidemment que ça fait partie des dispositifs que l'on regarde, que l'on travaille, que l'on examine pour peut-être un jour ou l'autre franchir le pas et y aller aussi. Alors on parle beaucoup de co-construction, nous-mêmes on a fait des émissions là-dessus, c'est-à-dire le fait d'associer au maximum l'utilisateur final à l'élaboration d'un matériel qui correspond à un besoin. Est-ce que vous aussi vous inspirez des attentes des consommateurs au plus près ? Nous sommes constamment en situation d'enquête et c'est même une spécificité japonaise. Quand moi j'ai rejoint la société Kubota il y a maintenant quelques années, j'étais surpris par le nombre de surveys qu'on nous demandait d'organiser avec des équipes japonaises de R&D qui arrivent pour comprendre ce qu'est le besoin du consommateur final. Donc ça fait partie de nos gènes. Les enquêtes, c'est quelque chose de constant chez nous dans la préparation de l'évolution produit. Donc évidemment, celui qui a raison, celui qui dit j'achète Kubota ou j'achète pas Kubota, c'est le consommateur final. Et donc notre job est de lui amener la solution à son besoin. C'est essentiel. Et quand on pense enquête, on pense surtout ergonomie, connaissance du positionnement des commandes, ou c'est plus large ? C'est plus large aujourd'hui. Nous structurons de manière assez précise nos enquêtes vers le consommateur final. Le premier axe, c'est évidemment l'axe technique, le besoin du consommateur en termes de puissance, en termes de transmission, en termes de déplacement, en termes de rotation de prise de force, quel type d'outil, pour quelle application, pour quel usage, ça c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est au service de l'utilisateur de la machine. C'est donc l'ergonomie. Est-ce que cette machine est facile à prendre en main? Est-ce qu'elle est intuitive? Est-ce qu'on peut facilement s'en servir ou est-ce qu'il faut 2 jours de formation avant de pouvoir démarrer? Bien sûr que nous voulons tous du easy to use. Nous voulons tous des machines faciles à utiliser quand on y monte dedans. Ensuite, l'aspect confortable. Est-ce que l'opérateur travaille en situation confortable? Est-ce que la situation de fatigue n'intervient pas trop vite? Donc, pas de situation de risque. Et enfin, le troisième axe, quel est l'impact sur l'environnement de nos machines? Est-ce que nos machines polluent? Elles ne polluent pas. Même s'il y a des normes, nous essayons évidemment de faire mieux que ce que nous demandent les normes en termes de pollution atmosphérique. Nous faisons attention au poids de nos machines, le tassement des sols est aujourd'hui un élément que l'on essaie de combattre dans l'agriculture de manière à moins abîmer ces sols. Et enfin, c'est la notion sonore des machines pour le confort de l'environnement. Donc bien sûr, c'est toujours les 3 axes sur lesquels nous capitalisons lorsque nous faisons ces enquêtes. Kubota, vous avez une sacrée ambition sur le marché français et au niveau mondial. Kubota numéro 1 mondial, envisageable ou pas? Dans
dans les gènes des sociétés japonaises, l'humilité est un des critères importants et que nous approprions, nous, Européens. Nous travaillons chaque jour à augmenter notre performance et à aller, évidemment, chercher une position de plus en plus forte sur le marché. Tout dépend de quoi l'on parle. Si l'on parle du marché asiatique, Kubota est numéro 1 depuis bien longtemps. Si l'on parle du marché américain, Kubota se positionne aujourd'hui en numéro 2 en machinisme. Si l'on parle du marché européen, la position est différente et nous avons effectivement une capacité de croissance importante pour aller chercher une position de numéro 4, 5, 3, 2, 1, je ne sais à quelle étape. Maintenant, nous faisons de gros investissements en Europe, comme vous le savez, pour évidemment nous rapprocher du podium et monter un jour ou l'autre sur le podium européen aussi. Et notamment ici en France, donc au nord de Paris, avec un nouveau centre de recherche et développement. Dites-nous-en un petit peu plus. Alors absolument, ça fait partie de nos axes de développement. Les gros investissements européens, 2012, je viens de Land, 2014, une unité de production pas de Dunkerque pour produire 3000 tracteurs d'une puissance de 130-170 chevaux. Et là, à nouveau, 55 millions d'euros dans un centre de recherche et développement et centre de test qui est aujourd'hui en construction et dont on prendra les clés vraisemblablement courant 2020. L'objectif étant là aussi de développer les solutions les plus abouties en Europe pour ensuite les déployer sur le reste du monde. Juste pour finir, ceux qui écouteront l'émission, qui veulent venir vous voir, vous êtes dans quel hall? Alors nous sommes au hall 6, allée H, et nous avons, c'est facile, nous sommes faciles à retrouver. Vous le dites à personne, mais je crois qu'on a le plus beau stand. Oui, voilà. Merci beaucoup Gérard Nibert, je vous souhaite bien sûr un très bon salon. Merci à vous. Merci Jean-Paul. Merci.